contexte astralo-planétaire. L'ajusteur de pensée entre en contact direct avec un individu au niveau de sa pensée. Ce que Saint-Germain ne fait pas, Saint-Germain n'entre pas en contact avec la pensée d'aucun humain. Saint-Germain, il est là pour régir le transport, il est là pour régir la circulation des énergies supramentales à l'échelle de la planète. Saint-Germain, il est là pour créer des foyers qui vont recevoir de l'énergie. Saint-Germain, il est là pour créer des centres comme ici. Saint-Germain est là pour amasser une personne, la manipuler, ce qu'elle fasse quelque chose, et la personne, après, on l'oublie, elle est laissée à elle-même, elle redevient normale, ou bien elle a appris parce qu'elle a créé. Saint-Germain est là pour instruire les personnes. Il est là pour créer des nations. Il est là pour permettre la gestion intelligente de l'intelligence dans l'inintelligence. Saint-Germain est là pour régir l'intelligence à l'échelle de la planète. Il n'entre pas en contact avec les pensées personnalisées ou identifiées de chacun des humains. Il se crée lui-même un corps lorsqu'il en a besoin et il prend le corps d'une personne qui est là pour le recevoir, ce qui a déjà été le cas au niveau de l'enfant qui est devenu le Christ, donc le Nazaréen par la suite. Alors Saint-Germain, présentement, il travaille au niveau de à l'échelle planétaire. C'est lui qui a reçu, d'ailleurs, tout le poids même de l'énergie christique. Ça n'a jamais été Saint-Pierre, donc jamais le pape, jamais l'Église catholique, pour la simple raison que Saint-Pierre l'avait reçu, mais Saint-Pierre a renié le Christ, et ça a été des mécanismes énergétiques qui l'ont coupé carrément, ce que Lazare n'a pas fait. Alors, ce comte de Saint-Germain, présentement, il a certaines fonctions dont on ne peut pas parler, pour la simple raison qu'on ne doit pas instruire les plans astraux de ce qu'il a à faire comme travail. Sachons simplement, et cela c'est déjà au niveau astral, qu'il est là pour régir le transport des énergies supramentaux à l'échelle tellurique planétaire, et non pas à l'échelle humaine. Saint-Germain crée des conditions, il ne crée rien d'autre. On pourrait dire que Saint-Germain crée les espèces de termes tuyaux ou cheminement possible à l'énergie pour rejoindre du monde. Bon, c'est fini. Bon. Qu'est-ce que le monde morantiel? Quelqu'un qui a participé à certains cours. Oui, il y a une personne ici qui a fait certains PMC6, si je peux pas le dire. Je ne réponds pas parce que je veux lui reposer ces questions-là. Pour quelle raison ou par quel mécanisme une évolution peut-elle se faire à notre insu sans qu'on en soit conscient? Certains plans, physique, astral, progressent-ils alors, physique, vital, progresse-t-il alors que l'astral refuse cette évolution? Et comment intégrer cette évolution consciemment? Bon. Pour quelle raison ou par quel mécanisme une évolution peut-elle se faire à notre insu sans qu'on en soit conscient? Ben, c'est d'ailleurs ça. Quand ça se fait à l'insu, on ne peut pas en être conscient. Tant que l'ego ne se rend pas compte, on a des personnes qui, en PMC 5, à un moment donné, ont vu certaines pathologies, certaines maladies se résorber d'elles-mêmes, naturellement. Alors, ces personnes disent, oui, ben c'est ça fait 1 an que je fais le PMC, alors je ne peux pas dire que c'est le PMC. Parfait. Peux-tu dire c'est quelque chose? Ben non, ça peut être la vie que je fais, ça peut être, je sais pas. Mais les médecins m'ont dit que c'était incurable, puis que sauf peut-être opération, puis c'est parti. Bon. À leur insu, jamais on a travaillé sur la guérison. Parce qu'avoir travaillé sur la guérison, les personnes auraient été énergisées égoïquement. Ils auraient voulu guérir. Ils se seraient placés dans des conditions pour ne pas pouvoir guérir. Alors on a d'autres personnes qui ont vu des changements au niveau intellectuel, des changements au niveau de leur sommeil, des changements au niveau de leur attention. Certaines personnes ont de moins en moins d'ego. Mais on ne travaille pas là-dessus. Mais on travaille là-dessus. Mais on ne le dit pas. Alors évidemment, c'est à leur insu. La personne, elle en prend conscience à un moment donné, quand ça fait assez de changements qu'elle a. Ou bien, vu que le changement se fait suffisamment lentement, la personne, elle mémorise, elle expérimente le fait qu'elle change, ce qui fait qu'à un moment donné, elle n'a pas l'impression d'avoir changé, elle a l'impression d'avoir toujours été comme elle est. Elle oublie. C'est pourquoi moi je sais quand quelqu'un change, c'est pour ça que les professeurs le voient, mais souvent les personnes qui font les cours ne le voient pas. Sauf qu'à partir de cet automne, l'ego va être suffisamment instruit que vous allez pouvoir vous-même voir que vous changez. Si je fréquente 2 autres personnes, puis-je être en contact avec 2 ajusteurs de pensée collectifs?
Est-il néfaste si l'un est mental et l'autre spirituel? Ce qui m'amène à poser une question, peux-tu vraiment réexpliquer c'est quoi un ajusteur de pensée? Je ne vois pas l'ajusteur de pensée étant mental ou spirituel. On ne sortira jamais de l'ajusteur de pensée. Un ajusteur de pensée ne peut pas être spirituel. L'ajusteur psychologique est un ajusteur spirituel. Il est relié par le contact, la relation entre l'astral et le mental. Ça n'a rien à voir avec un ajusteur de pensée, ça n'ajuste pas la pensée. L'ajusteur de pensée, il est créé par le contact supramentalo-mental. Donc, l'ajusteur de pensée, il a comme fonction de diaphragmer, d'ouvrir un canal et de fermer un canal à l'énergie supramentale qui pénètre dans le mental. L'énergie de l'ajusteur de pensée, il est là simplement pour régir votre faculté de penser. Premièrement, vous allez penser plus. Deuxièmement, vous allez penser mieux. Troisièmement, vous allez penser mieux. Quatrièmement, vous allez penser questions et réponses en même temps. Ça, c'est la technique terminale PMC6. Par la suite, vous ne penserez plus questions, vous ne penserez plus rien, vous allez agir. Lorsque la personne a un contact supramental fusionnel, elle n'a plus besoin d'ajusteur de pensée. Parce qu'elle ne pense plus. Mais tant que la pensée, qui est le mécanisme typique de l'instruction des plans astraux, est reliée et assujettie aux plans astraux, il n'éduque pas les plans astraux à se libérer des plans astraux. Lorsque l'énergie de la pensée est capable d'être canalisée par un mécanisme différent, qui vient rendre juste la pensée, qui donne l'impression à la pensée qu'elle peut devenir intelligente, alors automatiquement cette pensée, qui est le seul lien de contact avec l'ego, avec l'âme, est capable d'instruire l'ego de façon à ce que l'ego soit réellement instruit de la réalité. L'ego se colore lui-même et l'ego s'énergise dans sa coloration. Lorsque l'être humain pense, imagine, s'illusionne, croit, espère, désire, il pense. Mais cette pensée n'est pas juste. Elle est inhérente à sa mémoire, elle est inhérente à la coloration de ce qu'il perçoit de la réalité. Il y a la réalité, et lorsque la réalité est colorée, elle crée la vérité. Et lorsque la vérité est colorée, elle crée le mensonge. Lorsque le mensonge est coloré, il crée le mal. Tant que la pensée de l'humain reste régie par les colorations des colorations, bien évidemment, il ne se passe rien. L'ajusteur de pensée, il naît du mécanisme de l'astral de créer le mental. L'astral souffrant veut avoir de l'efficacité, alors elle crée une région. Une région qui va permettre la pensée sans l'émotion. Plus cette région qui permet la pensée sans l'émotion va être capable d'être énergisée, plus la personne va devenir intellectuante, donc intellectuelle, plus la personne sera capable, par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique, de donner réponse satisfaisante à sa psychologie, donc à son ego. L'astral travaillant toujours contre lui-même, il va continuer parce qu'il va expérimenter le fait que l'intellect est puissant, il va continuer à émettre des opinions intellectuelles, il va continuer à fonctionner au niveau mental, jusqu'à un point tel où le mental aura suffisamment d'énergie pour dire stop. Lorsque le mental a suffisamment d'énergie pour dire stop, l'ego ne veut plus, l'ego refuse. Et là, l'ego va essayer d'assujettir le mental. Et c'est là que l'ego crée des contextes où on va dire, t'as pas d'émotion, t'es pas humain. Cesse d'être mental, cesse d'être présent, puis cesse de t'exprimer. T'es plus humain. Et si ça se dit pas dans la tête d'une personne, ça va se dire de la bouche d'autre. C'est bien beau de faire quelque chose mentalement. Mais si t'es plus humain, ça sert à quoi? Tu deviens un robot. Ça, ce sont les dernières phases de lutte de l'ego par rapport à l'énergie mentale. Mais un mental qui commence à grossir, ça grossit. Alors, il vient un temps où le mental dit non, je ne serai pas robot. Mais toi, l'ego, tu vas t'exprimer quand ça va me plaire. Ça ne sera plus l'inverse. Le mental, poursuivant sa route, automatiquement entre en contact avec une énergie qui va l'ajuster. Une énergie qui est suffisamment mentale, une énergie qui est reliée au mental supérieur, et non pas l'énergie supramentale. Au mental supérieur de la planète Terre, de l'être-té même du mental, une énergie mentale qui sera s'auto-légiférer et qui sera s'auto-logicier. Et lorsque l'énergie mentale entre en contact avec un ajusteur de pensée,
automatiquement, la pensée n'est plus régie par l'émotivité, elle n'est plus régie par la mémoire expérientielle limitée de l'être humain. Elle peut être maintenant régie par l'expérience de notre galaxie, donc elle peut être régie par l'énergie supramentale, par l'intermédiaire d'un canal qui va faire en sorte de ne pas bousiller la neuronique cérébrale de l'humain. Et ça, c'est l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée ne peut pas être spirituel. L'ajusteur de pensée ne peut être que mental. Si je fréquente 2 centres, puis-je être en contact avec 2 ajusteurs collectifs? L'ajusteur de pensée collectif est un ajusteur qui n'est inhérent qu'à celui qui a un contact avec son esprit, donc qui n'est inhérent qu'à celui qui a un contact avec l'énergie supramentale. Si une personne côtoie 2 antennes supramentales, ça ne dérange rien, ça n'a rien à voir. Si une personne côtoie une antenne supramentale et une antenne astrale, bien évidemment, il continue à créer des mécanismes de lutte chez lui. Néfaste, non. Expérientiel ou initiatique, oui. J'ai ici une question qui prend un peu le devant sur ta conférence de vendredi prochain. Okay, vu que l'ajusteur de pensée n'est pas spirituel, autrement dit, l'ajusteur de pensée n'est pas un ange gardien. Je ne sais pas si la personne voudrait que tu parles. Bon, vendredi prochain, on parle des anges gardiens. Avez-vous un ange gardien? Étant donné que je déteste me répéter, si je pénètre dans le domaine des anges gardiens aujourd'hui, je n'aurai pas l'énergie, c'est-à-dire que je n'aurai pas le... On va trouver ça plate et chiant en maudit de faire la conférence vendredi. Bon. Bon, ce qui fait que c'est vendredi qu'on va répondre à cette question. Depuis 6 mois, je suis entre deux. Depuis 6 mois, je fais que des erreurs. Je veux, je ne veux plus. J'ai hâte que ça change, que ça se place. Est-ce possible? Qu'est-ce qu'il arrive? Merci. Bon, qu'est-ce qui arrive? La réponse est facile. Il arrive ce qui est énuméré avant. C'est ça qui arrive. Qu'est-ce qui arrive du jus? Il y a 2 choses importantes à comprendre lorsqu'une personne découvre qu'elle fait de plus en plus d'erreurs. Est-ce qu'elle fait de plus en plus d'erreurs ou si elle est de plus en plus consciente de ses erreurs? Faire 100% d'erreurs et en conscientiser 10, ça donne l'impression à l'ego qui fait 10% d'erreurs. Il fait 100% d'erreurs. Lorsque l'ego évolue, lorsque la conscience s'épanouit et que la conscience observe 50% des erreurs faites, l'ego se dit « Merde, je rempire ». Avant, je faisais 10% d'erreurs, maintenant, je suis rendu, j'en fais 2, enfin, j'en fais 5 fois plus. Pas nécessairement. Plus vous allez avoir une conscience expansive, plus votre conscience va devenir grande, plus vous allez être sujet égoïquement à expérimenter l'erreur. Et il y a autre chose aussi, plus il y aura d'énergie chez vous qui vont vous pousser à essayer des choses, à faire des choses, à agir dans votre réaction, moins, plus raide, plus évidemment vous allez être capable de faire d'erreurs et plus vous allez être capable de conscientiser l'erreur. L'humain qui ne prend jamais de décision, il peut se dire, si j'aurais fait, j'aurais réussi. L'humain qui se risque d'en prendre peut découvrir souvent qu'il n'a pas réussi. Alors c'est beaucoup plus sécurisant pour l'ego de s'illusionner que si nous on l'aurait fait, ça aurait fonctionné. Et dans la conscientisation, il vient un moment donné où on essaye des choses. Et dans l'essai des choses, on prend conscience des erreurs. Tandis qu'un peu avant, si on essayait, on ne prenait pas nécessairement conscience des erreurs, et bien souvent, on n'essayait pas non plus. Dans la lutte entre l'ego, entre l'astral et le mental, évidemment, de temps en temps, il y aura une énergie mentale, juste pas assez énergisée pour pouvoir devenir volontaire, pour pouvoir devenir exprimé, mais juste assez énergisée pour pouvoir donner à l'ego l'information de ce qui devrait être fait.
Alors, dans votre conscience, vous savez des choses, vous savez ce que vous devez faire, et dans l'action, dans la réalité, vous ne faites rien de ce que vous avez conscience. Cela veut dire que vous faites des choses qui ne vont pas du tout avec votre conscience mentale, mais vous n'arrivez pas à faire autrement que de les faire. Parce que vous avez suffisamment d'énergie mentale pour pouvoir comprendre ce qui devrait être fait. Mais vous n'avez pas suffisamment d'énergie mentale pour pouvoir omnibuler l'expression de l'ego et faire en sorte que la personnalité mentale puisse prendre le dessus et s'exprimer par le biais du corps physique. Chaque chose en son temps. Sachez une chose, que même si dans l'illusion de votre psychologie, vous avez l'impression que vous involuez à un moment donné, que vous devenez plus pire, plus laid, plus croche, plus n'importe quoi, c'est faux. Il n'y a pas un foutu humain sur la planète présentement qui a assez d'énergie pour évoluer. Il n'y en a pas. L'humain présentement ne peut qu'évoluer. Pour la simple raison que l'évolution, ça ne le regarde pas. Il n'est pas le maître de son évolution. Alors, il n'est pas le maître de sa perfection. Je parle de l'ego. Lorsque le mental voit ce qui doit être fait, l'ego le conceptualise et décide que c'est ça qui doit être fait. Mais l'ego n'a rien compris, il sera de concept. Lorsque le mental le voit et que l'ego n'a pas l'énergie pour pouvoir l'accomplir, alors l'ego se dit, merde, j'ai encore manqué mon coup. Chaque fois que l'énergie supramentale pénètre votre cerveau et transforme la neuronique de votre cerveau, tue certaines neurones pour détruire des programmes, recrée d'autres programmations, il se passe au niveau psychologique des mécanismes d'expression qui font qu'à un moment donné, vous commencez à être perdu. Vous avez peur, vous n'étiez pas angoissé, vous le devenez. Vous ne rêviez pas, vous en rappelez. Vous cauchemardiez pas, vous commencez à cauchemarder. Vous ne transpiriez pas, vous commencez à transpirer. Vous perdez la mémoire, vous avez des douleurs physiques. Et c'est normal, ce n'est pas une involution, c'est une mutation neuronique, une mutation endocrinienne qui automatiquement oblige les voies normales de l'astral à s'exprimer de façon nouvelle, qui peuvent paraître rétrogrades pour l'instant pour l'ego, mais qui, de là à part la suite, après l'opération chirurgicale de la mutation corporelle, ben, vous verrez des résultats. Il faut être tolérant. Pas facile, mais tolérant. Le fait d'être tolérant lors d'événements semblables, ça serait-tu... Charles, je parlais de tolérance, tu n'as pas eu de questions à poser? Ben oui, hein. Ça serait-tu le même phénomène que de conscientiser l'événement qu'on est en train de vivre? Autrement dit, si j'ai une telle douleur, je conscientise ma douleur, ça devrait, disons, soit partir, devenir plus fort et partir plus vite. Serait-tu le même phénomène lors d'exercice? Dans le sens, conscientiser un exercice au lieu de faire un exercice. Bon, alors, pour répondre, l'astral, votre ego ne peut pas être tolérant, seul le mental peut tolérer. L'ego peut être patient ou impatient. Le mental peut tolérer, le mental peut être tolérant. Tolérer, c'est comprendre d'intelligence, soit de l'incompréhension, soit des mécanismes. Parce qu'on peut comprendre l'incompréhension. Parce qu'on peut comprendre l'intelligence de l'incompréhension. Et on peut aussi comprendre l'intelligence des mécanismes. Si on comprend l'intelligence d'une mécanique, on peut tolérer. Et si on ne comprend pas l'intelligence d'une mécanique, on ne peut pas tolérer. On peut être patient. Ou impatient. La patience, elle s'use. Et lorsqu'elle est usée, elle se transforme en impatience. La tolérance, ça ne s'use jamais. Quand la tolérance n'a plus d'utilité parce que maintenant il faut que ça change, ça change. Tandis que le patient, il veut que ça change quand il est écœuré d'être patient. La tolérance, elle est d'ordre mental. C'est l'une des attitudes les plus majeures pour arriver à expulser l'ego en double éthérique. Tolérer. Tolérer veut dire s'ajuster. Lorsque l'on tolère, on est capable de s'ajuster. Lorsqu'on ne tolère pas, on ne peut pas s'ajuster.
comment tu viens à être tolérant? Ça va pour le mécanisme, la compréhension du mécanisme, mais comment tu peux arriver à développer le fait d'être tolérant? On n'a pas compris la question. Lorsqu'une personne a une programmation hormonale, endocrinienne, lorsqu'une personne a une programmation hormonale résonante avec sa programmation neurologique, qui lui permettent d'exprimer la patience, parce que l'impatience, elle apparaît de façon hormonale, endocrinienne. Et l'impatience, comme la patience, sont régis par les mécanismes astraux qui s'expriment par les voies hypothalamiennes et thalamiennes à l'intérieur du système endocrinien. Lorsqu'une personne a une programmation génétique qui lui permettant d'acquérir la patience, cela veut dire que vous n'avez pas de compréhension. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous pouvez avoir le concept de ce qui se passe, donc espérer que votre concept est bon. Ça l'aide à nourrir la patience. La patience, c'est lorsque l'ego essaie d'observer un phénomène, une mécanique, un processus, et qu'il n'arrive pas à le comprendre, mais malgré son incompréhension, considère quand même que cela se peut. On peut espérer. L'impatience, c'est la même chose. L'ego considère, observe un processus, une mécanique, par rapport au concept qu'il a, il est convaincu que ça ne peut pas donner de résultat. Alors il est impatient. Lorsqu'une personne considère plus le résultat à obtenir que le chemin à parcourir, elle en arrive à ne plus penser qu'aucun chemin n'est bon. Elle est impatiente. Elle commence un processus d'évolution et au bout de 2 semaines, de 2 mois ou de 2 ans, elle décide que c'est plus ça. Elle est impatiente. Elle a le concept du résultat, elle ne voit pas la mécanique. Ne comprenant pas la mécanique, elle est impatiente. Le patient voit aussi le résultat, c'est-à-dire le concept du résultat. Il ne comprend toujours pas plus la mécanique, mais il espère que cette mécanique, que le chemin qu'il suit est en résonance avec la mécanique d'évolution. Lorsque l'humain arrive à pouvoir intelligencer des événements, lorsque l'humain arrive à comprendre des choses, l'homme ne peut contrôler parfaitement que ce qu'il connaît parfaitement. On parle de l'homme, on ne parle pas du surhomme, on ne parle pas de l'homme nouveau. Alors, lorsque son énergie mentale est capable d'essayer d'envisager sur une planche d'échecs la mécanique de son évolution, alors là, il en arrive à comprendre qu'il doit sacrifier certains pions, une tour, la reine même, pour gagner la partie. S'il comprend, il va tolérer. Celui qui est patient perd un pion, un autre pion, un autre pion, un autre pion, un autre pion, il n'y a plus de pion, parfait, perd plus de pion. Celui qui est impatient ne veut rien perdre, ne veut rien comprendre, bref, il ne veut pas jouer. Il est impatient, un impatient ne joue pas aux échecs. Celui qui tolère perd son pion, mais il sait, il doit tolérer parce qu'il comprend la mécanique. On en arrive à la tolérance lorsqu'on est capable d'étudier la mécanique qui fait que vous évoluez. Êtes-vous capable de tolérer la condition physique qui vous limite ou qui vous aide? Pas d'être patient ou d'être impatient, de tolérer la condition physique. Cette condition physique, elle est l'expression énergétique de mécanique qui vous permettent d'en arriver à comprendre ce que vous comprenez. Certaines personnes ici qui sont minces n'auraient jamais rien compris s'ils auraient été plus grosses. D'autres personnes ici qui sont obèses n'auraient jamais rien compris s'ils auraient été plus minces. D'autres ici ont des corps physiques qui sont pathologiquement atteints et ils n'auraient rien compris sans cela. Alors on dit, oui, mais là j'ai compris bien des choses. Pas toutes. Et c'est pas le temps de lâcher les choses, de laisser l'école. Mais tolérer. Tolérer veut dire comprendre l'intelligence de la mécanique qui fait qu'on est ce qu'on est. Alors on devient tolérant lorsqu'on est capable d'intelligencer ce qui arrive. Je tolère qu'un enfant crie quand il a 6 mois. Je tolère qu'un enfant crie quand il a 12 ans. Mais ça dépend des conditions.
ça dépend s'il y a de l'intelligence là-dessus. Je ne suis pas patient, puis quand je deviens patient, je tape dedans. Je tolère. La tolérance, c'est l'ajustement mental par rapport à l'événement. La tolérance, c'est l'ajustement mental par rapport à l'incompréhension énergétique des mécaniques d'évolution. Est-ce que c'est nécessaire pour respecter l'écologie planétaire de comprendre l'utilité formelle, fondamentale et absolue de chaque parcelle d'un écosystème? Moi, j'écrase les fourmis parce que j'en vois pas l'intelligence. Mais l'homme nouveau, il est capable d'être écologique sans écraser les fourmis, même s'il n'en voit pas leur utilité. La tolérance, c'est la possibilité d'arriver à vivre énergétiquement, écologiquement, sans nécessairement comprendre la mécanique de l'évolution. À l'instant même où la personne est capable d'intelligencer le fait que les choses se heurtent les unes les autres, donc ont tous des conséquences de relation, même s'il n'en comprend pas la mécanique finale, il est capable de vivre avec cette mécanique parce qu'il tolère. Je ne coupe pas tous les arbres. Qu'est-ce que ça va faire? Ça repousse. Oui, tu es écologique, coupe donc juste ce que tu as besoin et replante si tu peux. C'est pas nécessaire de tout comprendre les mécanismes de la biologie. C'est pas nécessaire d'aller à l'école pour apprendre d'être écologiste. Je tolère la présence des arbres. Pourquoi ils servent à quoi? Aucune idée. Ben, pourquoi je les coupe pas toutes? Aucune idée. Tous les couper, ça ne servirait à rien. Je suis convaincu qu'il y a une utilité, laquelle je ne le sais pas. Je tolère. Je suis pas patient. La journée où je vais découvrir qu'il y a une utilité d'involution, ils vont toutes partir. Le patient, lui, découvrira jamais ça. La journée que je découvre qu'il y a une utilité fondamentale et je l'aperçois au complet, ils vont rester. Le patient, ils vont rester tant qu'il est patient, puis ils vont s'en aller quand il va être impatient. La tolérance, ça permet au mental de pouvoir vivre d'une façon fonctionnelle sans nécessairement englober l'univers. Lorsque l'être humain arrive en contact avec son ajusteur de pensée, lorsque l'être humain arrive à un contact fusionnel avec l'énergie supramentale, il ne tolère plus, il sait. Si deux personnes ont un même projet, l'un reste très calme, par contre l'autre est très enthousiasmé dès le départ. Il met beaucoup d'émotions, d'espérance et il brûle des énergies. Son projet ne se réalise pas pour elle. Par contre, l'autre personne continue à y travailler intelligemment et ça aboutit. Question, ont-elles créé? Ils ont réagi. On ne crée pas comme tel. Ils ont accompli des choses. Ils n'ont rien créé de neuf à partir du neuf. Ont-elles créé? Voilà. Sachez une chose, que dans notre monde astral, une personne peut être extrêmement émotive, tout mettre pour réussir un projet, le réussir, un autre ne met rien, il est calme, ça ne marche pas non plus. L'inverse de ce qu'on voit ici. Alors c'est pas... Il faut comprendre des mécanismes, il y a des lois, c'est un jeu d'échecs. Une personne peut être tout à fait emballée, puis quand elle joue aux échecs, elle peut gagner, comme elle peut perdre. Un autre peut être nonchalant, bien relax, puis perdre aussi, comme il peut gagner. C'est bien évident que de l'enthousiasme dans la vie, ça l'aide pour l'instant parce que ça l'empêche l'ego de nuire à l'intelligence du mental. Vous avez un projet intelligent à faire, mais égoïquement, vous n'êtes pas enthousiasmé pantoute. L'ego va suffisamment puiser d'énergie dans le haut de votre mental, dans le bas du mental, donc dans le haut de ses propres perceptions énergétiques, pour empêcher votre énergie mentale d'exprimer l'efficacité. Le fait de tout mettre dans cette réussite, ce n'est qu'énergétiquement astral, évidemment, il y aura une majeure déception. Ça ne fonctionne pas. Mais le fait de fonctionner d'une façon placide, cela n'est permis que pour une personne qui n'a plus d'ego. Sinon, soyez enthousiaste dans ce que vous faites, soyez motivé. Voyez-en l'intelligence. Puis instruisez-en l'ego pour qu'il travaille avec vous. Pas contre. Quelquefois, je suis très fatigué. Je vais m'endormir et à ce moment-là, il y a comme une énergie active qui m'empêche de le faire. Et ça recommence dès que je m'endors. Je suis réveillé, ça peut durer des heures. C'est très épuisant. Est-ce l'énergie vitale?
Et comment faire pour remédier à cela? C'est un charriage qui est tout à fait émotif. Ça peut être de l'énergie vitale qui est canalisée, suctionnée par votre ego, par des parties de votre ego, qui présentement luttent parce qu'ils sont en train de se faire démolir. Donc, c'est un mécanisme qui est relativement fréquent au niveau des conscientisations. Une chose certaine, c'est que lorsque vous allez avoir perfectionné la relaxation magnifique d'une façon suffisante, vous n'aurez plus jamais, mais jamais, de maudits mécanismes qui vont vous empêcher d'aller dormir. Qu'est-ce que tu entends par contempler? La contemplation, c'est l'observation énergétique de l'énergie. La contemplation, c'est l'observation sans mémorisation d'un mécanisme. La contemplation, en finalité, c'est la fusion entre l'observateur et la chose observée. Ça, c'est la contemplation. La contemplation, ce n'est pas une fusion entre l'observateur et l'illusion de la chose observée. Ça, c'est la contemplation contemplative de tous les saints, de toutes les antiquités évolutives qu'on a connues. Le contemplatif assis sur une roche à l'eau de pluie, ou encore celui qui contemple une grotte, ou un morceau d'excrément, se contemple Dieu, contempler un maître, contempler, etc. Il y a une contemplation de type mental, mentalo-supramental, qui fait simplement disparaître l'identification de la chose observée comme de celui qui observe. La contemplation réelle, la contemplation mentale, c'est la fusion entre la chose observée et celui qui observe. Ça, c'est la contemplation. Est-ce qu'à travers la pensée, des intelligences testent l'ego de l'individu? Non, l'intelligence ne va tester que la faculté mentale d'arriver à contrôler son ego. L'intelligence supramentale peut faire passer des tests à des personnes dans des cauchemars, elle peut faire passer des tests très rarement dans des rêves éveillés. L'intelligence ne vient tester que la faculté qu'a le mental à maîtriser son ego. Quand je parle de maîtriser l'ego, je parle d'instruire l'ego. L'intelligence ne vient vérifier que le mental, en donnant une expérience égoïque à l'ego, pour voir de quelle façon le mental va arriver à empêcher l'accomplissement tout à fait émotif et égoïque, bref normal, de l'expérience illusoire qu'on lui donne. L'intelligence n'a rien à foutre avec l'ego. L'intelligence supramentale, elle a besoin d'une énergie mentale suffisamment puissante et elle peut de temps en temps venir explorer les mécanismes de puissance de l'énergie mentale d'un individu. Pour cela, celui-ci doit avoir l'affinité suffisamment forte de se dégager de son ego. Et ça, ces mécanismes-là vont apparaître lorsqu'une personne a un mental suffisamment avancé. Si l'intelligence n'a pas de relation avec l'ego, comment fait-elle pour utiliser l'ego pour tester ou faire un travail sur le mental par un événement? Bon, l'intelligence, lorsqu'elle veut manipuler l'ego, elle passe par les phénomènes archétypaux planétaires, c'est-à-dire qu'elle passe par les phénomènes mentaux de la planète qui ne sont pas reliés au mécanisme mental des individus. Ce sont les résidus mentaux laissés par les personnes qui sont mortes. Et là, l'intelligence vient donc travailler au niveau d'un archétype, elle vient travailler au niveau de ces énergies mentales qui restent intellectuellement assujetties au plan astroplanétaire et automatiquement, il laisse des traces dans l'énergie astrale planétaire qui, par l'intermédiaire de l'ego de l'individu, va être capable de colorer celui-ci pour créer une espèce de rêve, une illusion passagère et temporaire dans la conscience égoïque de l'individu à aller rejoindre. Et automatiquement, l'énergie mentale de l'individu devra être capable de maîtriser l'ego pour le désassujettir des manipulations extérieures de l'astral. Il faut bien comprendre que lorsqu'une personne est mentalement explorée par l'intelligence, ce qu'elle va vivre égoïquement, des milliers de personnes peuvent le vivre, sauf que les milliers de personnes sont tout un petit rêve de même qui vont carrément oublier. Et cette personne-là, elle, si elle vit comme les autres, un petit bling c'est fini là, bien évidemment, elle a comme telle manqué son test. Elle a coulé. Et si elle l'a réussi, bien ça réussit. Autrement dit, ceux qui ont à s'en apercevoir, c'est ceux qui ont la possibilité de conscientiser l'ouvrage mental qu'ils sont en train de faire. Ceux qui s'en aperçoivent, c'est ceux qui sont visés. Est-ce qu'on peut parfaire le corps éthérique dans un autre état que l'état éveillé? Dans un état de sommeil, on peut parfaire le corps éthérique parce que c'est un état éveillé, même si le corps physique dort.
Et l'évolution se fait relier à un corps physique vivant. Endormi ou non, mais vivant. Savoir ce qu'est l'ajusteur de pensée influence-t-elle ou non l'évolution de la personne? Savoir ce qu'est l'ajusteur de pensée, ça n'influence pas l'évolution d'une personne. Lorsque vous le savez, vous êtes pogné avec ça. Ça n'influence rien, c'est parce que vous étiez dû à le savoir. Savoir ce que c'est, cela veut dire instruire l'ego, donc cela veut dire permettre à l'ego de vivre le contact avec l'ajusteur de pensée sans opposer un paquet d'énergie de lutte, de résistance, parce que l'ego pourrait avoir peur. Lorsque ce contact avec l'ajusteur de pensée survient, si l'ego n'est pas connaissant de ce qui se passe, il peut avoir suffisamment peur pour le bloquer. C'est pourquoi on a la parole, et que la parole permet l'instruction, la parole instruit l'ego. Ça facilite les choses, et lorsqu'une personne en entend parler, c'est parce qu'elle est prête à en entendre parler. Et évidemment, c'est pas nécessaire de continuer à évoluer toujours en souffrant. Alors, pour se soulager un peu de sa souffrance, elle instruit son ego. Lorsque les mécanismes de contact vont arriver, alors la personne, elle est capable de les accepter. L'ego est capable de les accepter. La colère mentale est-elle en rapport avec l'évolution de l'identité ou de la personnalité? La colère mentale est-elle en rapport avec l'évolution de l'identité ou de la personnalité? La colère mentale, elle a un rapport formel avec la position de l'identité au niveau des plans astraux et l'évolution de la personnalité par rapport à celle-ci. Autrement dit, la colère mentale, elle a la faculté d'arriver à faire en sorte que vont se dissocier l'identité de la personnalité. Lorsque la personnalité est suffisamment puissante, elle est capable de se transformer, de s'altérer elle-même, obligeant par le fait même l'ego, l'identité, à devoir se transformer s'il veut réintégrer sa personnalité. La colère mentale est là de ça d'intéressant, qu'elle oblige les mécanismes astraux qui nous entourent, qui nous habitent, à devoir s'assujettir à notre puissance mentale. La colère mentale, après le séminaire PMC1, c'est sans doute le mécanisme le plus intelligent, le plus intéressant et le plus puissant à développer. La colère mentale, c'est capable d'opérer lorsque cela est bien fait, des guérisons chez la personne, c'est capable de couper des contacts de manipulation extérieure. Une colère mentale, ça brasse suffisamment l'extérieur ainsi que l'ego de la personne. Autrement dit, lorsque le mental est capable de vibrer d'une forme colérique, il est capable de replacer, de restructurer les relations de contact qu'il vit avec son ego. Tout à l'heure, on parlait de personnes qui vont comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. À un moment donné, il faut que mentalement, ils en soient écœurés. Il faut qu'ils réussissent à constituer, à créer chez eux une colère mentale qui va s'exprimer par la parole avec une voix mentale, obligeant de cette façon l'ego à s'assujettir à la vibration supérieure à lui, à la vibration mentale. C'est extrêmement important de comprendre que la colère mentale n'a rien à foutre avec la colère psychologique. La colère psychologique, elle brasse suffisamment les choses à un moment donné pour vous laisser la paix pendant un petit bout de temps. C'est-à-dire qu'elle instruit l'astral extérieur, et là, vous faites peur à l'astral extérieur, alors on vous donne un break. Et lentement, ça revient. La colère mentale, elle a comme fonction de faire le même mécanisme chez vous, en plus de l'extérieur, ce que la colère psychologique ne fait pas. Et la colère mentale, elle finit par vous donner une autorité mentale. On commence en PMC4 à travailler l'autorité mentale. Le séminaire sur la colère mentale est important pour la simple raison que ça ne se donne pas dans un PMC. Et c'est presque essentiel à l'évolution rapide de la conscientisation même de la parole, des énergies mentales, par rapport à la vibration que l'ego va tenter d'exprimer en même temps que la parole. Après une colère mentale, la personne, elle est libre. Elle est mieux. Elle est en paix. Elle retrouve de l'énergie. Les personnes qui ont déjà fait le séminaire sur la colère mentale, de toute façon, ils ont pu constater certains effets. La grande majorité n'était pas suffisamment puissant vibratoirement. Il y a de cela 1 an.
L'égrégore mental n'avait pas la même puissance qu'il a aujourd'hui, et il n'y avait pas d'égrégore au niveau du séminaire. Il a été parfait, ce séminaire, pour les personnes qui l'ont fait à ce moment. Parce que les personnes qui l'ont fait à ce moment avaient suffisamment de potentiel évolutif pour pouvoir se permettre le luxe d'un séminaire de cet ordre. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Ils n'auraient pas eu la vibration de le faire. Si ces personnes veulent le refaire cet été, c'est qu'ils ont une vibration maintenant qui peut complémentariser ce qu'ils ont déjà. Et les personnes qui ne l'ont pas fait, qui veulent le faire, évidemment, entrent en résonance aussi avec le phénomène de possibilité actuelle de ce séminaire. La colère mentale, c'est du nettoyage. C'est un mécanisme de personnalisation de l'énergie mentale. Donc, un mécanisme qui apporte le contrôle de l'individu, de son mental sur sa psychologie. Tu parlais que c'est un mécanisme de nettoyage. Existe-t-il d'autres mécanismes de nettoyage que colère mentale, autorité mentale? Oui, méditation supramentale. Peux-tu en parler plus? On va revenir. Une autre question, on a parlé beaucoup des égrégores. Au niveau des égrégores, c'est possible de modifier, de changer ou d'éliminer un égrégore. Exemple, égrégore astral, le modifier en autre égrégore. Pour éliminer un égrégore, il faut avoir suffisamment de puissance d'autorité mentale pour pouvoir aller chercher l'égrégore et en faire ce que l'on veut. Un égrégore peut être détaché de soi et transposé dans l'égrégore de quelqu'un d'autre pour aider quelqu'un d'autre. Un égrégore peut être descendu au niveau du plan vital, puis là, maintenant, on s'en sert pour se restaurer. Ça, c'est une chose qu'à un moment donné, les personnes vont faire. Donc, tu peux aller chercher un égrégore qui peut être spirituel, religieux, astral ou même mental, et tu peux le descendre au niveau vital. Par la suite, même au niveau matériel, mais ça encore, l'humain n'est pas prêt. Au niveau vital, tu peux aller le chercher pour te guérir, pour t'entretenir, pour t'aider, pour te permettre de survivre. Et ça, pour cela, il faut avoir une voix mentale, une voix qui aura l'autorité sur les égrégores astrales, et une voix qui sera au minimum en résonance avec les égrégores mentales. Le fait de faire un travail avec les égrégores, modifier un égrégore, assujettis la personne à repayer ce travail-là. Dans le sens que j'entends repayer, c'est dont j'utilise un égrégore qui était astral pour m'énergiser au niveau vital. Je vais être obligé de recréer un égrégore avec. Absolument pas. Lorsque tu as l'intelligence de comprendre ce que tu fais, de toute façon, lorsque tu utilises un égrégore astral au niveau mental, tu ne recrées jamais d'égrégore astral. À un moment donné, l'humanité va être capable de se servir de tous les égrégores astraux, religieux, moraux, etc., pour pouvoir s'en servir de façon à recréer de la vitalité sur le plan planétaire. Alors, il y aura des humains, à un moment donné, qui vont être capables de recouvrir la planète. Il va se passer des choses, à un moment donné. Et par la suite, il faudra recréer des fleurs, recréer des arbres, recréer des animaux, éliminer certains déserts, recréer de la vie. Alors, tous les égrégores qui vont amener l'humain normal à la destruction de la vie, ces égrégores-là auront à payer un prix. Et ce prix sera celui de leur propre mortalité pour renaître en vie. Alors, à un moment donné, plus tard, des humains qui auront comme fonction de recréer de la vie ici à partir du ciel. Une fois créé, quelle est la fonction du corps éthérique? Qu'est-ce que la vie éthérique? Bon, on n'aura pas le temps de répondre convenablement si on veut pousser ici aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il reste plus tellement. Le double éthérique, le corps éthérique, c'est de permettre la captation de la personnalité mortuaire, donc de votre personnalité vivante pour l'instant. Lorsque votre corps physique disparaît, tout ce qui est vitalement relié à ce corps physique, vous devez avoir un véhicule qui va maintenant empêcher l'énergie vitale de se désagréger par la pénétration du monde des morts. Le double éthérique sert à cela pour l'instant. Par la suite, il sert de véhicule de transport, il sert de corps, au même titre que votre corps physique, mais dans le monde supramental, et c'est par ce double éthérique que vous allez pouvoir fouiller la galaxie.
un moment donné, de toute façon, on va y revenir au niveau de la vie éthérique, du monde éthérique. Est-ce que le développement mental est directement proportionnel à ce que l'on laisse de l'astral? Et peut-on dire la même chose du passage du mental au supramental? Le développement mental n'a rien à voir avec ce qu'on laisse au niveau de l'astral. Par contre, le développement du double éthérique est proportionnel à la supramentalisation de l'ego. Comment l'individu expérimente-t-il la création de son double éthérique? L'individu le sait-tu? Oui, en PMC6, lorsque les personnes commencent à avoir un contact avec leur ajusteur de pensée, ils distinguent, ils discernent la saveur d'un état physique où, à un moment donné, ils sont branchés avec quelque chose qui leur amène, qui leur permet même de répondre à des choses, puis en même temps, ils vivent le fait que, voyons, je connais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ils répondent avec une voix une voix qui a de l'autorité, non seulement pour les autres, mais aussi pour eux. Mais ils ont de la difficulté à ce moment à supporter leur savoir. Ça, c'est déjà le goût. Et plus cela va aller, plus ces personnes vont accepter de supporter leur savoir. S'ils l'acceptent en énergisant leur ego, évidemment, ils ne créent pas de double éthérique. S'ils l'acceptent et ça ne les dérange plus, automatiquement, ils vont savoir qu'ils sont en train de créer leur double éthérique. Lorsqu'une personne est capable, à un moment donné, par la suite, créer le double éthérique, ça se fait pas comme ça. Ça se fait à la même vitesse que l'ego s'en va. Lorsque l'ego est suffisamment parti, donc lorsque l'ego est suffisamment divinisé, supramentalisé, la personne en arrive à un point tel qu'à un moment donné, elle a une conscience qui peut voir par ses yeux biologiques et qui en même temps englobe tout. Elle a une conscience de communication avec son double éthérique et elle-même. À ce point, elle sait totalement qu'elle a un double éthérique. Peu de temps va se passer par la suite où cette personne va être capable de faire un travail autant au niveau du plan éthérique qu'au niveau du plan terrestre. Alors, ça se sait complètement. Y a-t-il une certaine forme de fatigue qui peut être expliquée par la constitution du corps éthérique? Il y a une forme de fatigue qui apparaît chez les personnes qui se conscientisent pour la simple raison que leur ego, qui est supramentalisé, essaie par tous les moyens mis à sa disposition de recréer par la base le mécanisme même de son âme. Alors ce qui va arriver, c'est que cet ego peut puiser énormément dans le corps vital. La personne donc devient fatiguée. Au niveau de la relaxation Menfi, lorsqu'elle est perfectionnée, elle permet justement à l'ego de puiser de l'énergie vitale parce que cette énergie a été bien captée par les techniques Rescon et qu'elle est bien placée par la technique Menfi, ce qui dégage automatiquement le mental de l'ego, permettant au mental d'entrer en contact avec son ajusteur de pensée. Alors il n'y a plus de fatigue au niveau de la conscientisation. Le phénomène du double éthérique, ça intéresse beaucoup de monde. Oui, on va y revenir au certaine complet. incompréhension dessus. Là. Je posais la question, mais je pense qu'elle pourrait être posée sur une conférence juste là-dessus. Par le voyage astral, peut-on voir le double éthérique? Non, absolument pas. Par le voyage astral, on va voir un double lumineux, un double vital qui n'a rien à voir avec le double éthérique supplémentaire. On peut voir ce qu'on appelait dans l'antique étymologie un double éthérique, qui est l'extra-conscientisation du corps vital humain, terrestre de la personne. Mais ça n'a rien à voir avec le double éthérique supramentalisé. Ça peut porter le même nom parce que l'énergie vitale, c'est de l'éthérique terrestre, et l'énergie supramentale, c'est de l'éthérique extraterrestre. Moi, lorsque je parle du double éthérique, je parle du double éthérique extraterrestre supramental. Je ne parle pas évidemment du double éthérique qui constitue même la mémoire de tes molécules physiques. Mais on va refaire une conférence, sans doute peut-être le mois prochain, sur les mécanismes même de la création d'un double éthérique. Est-ce que l'intelligence est une manifestation de la mémoire? L'intellectuance est une manifestation de la mémoire. Si moi, lorsque je parle d'intelligence, je parle d'intelligence active. Si une personne est capable de parler de choses qu'elle n'a jamais su, jamais appris,
et qu'elle est capable de poser des questions qu'on n'a jamais posées à l'échelle de l'humanité et qu'elle est capable de répondre d'une façon nouvelle. Ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est intelligent. Ça n'a rien à voir avec les mémoires. Lorsqu'une personne s'explique des choses, elle se répond à des questions que tout le monde se pose, c'est sans doute de l'intellectuance. Ça, c'est relié aux mémoires. Alors voilà qui va compléter pour aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés au séminaire sur la colère mentale, l'année dernière, j'avais une limite. Je ne faisais pas de séminaire en bas de 50 inscriptions. Parce qu'il fallait une dynamique suffisamment grandiose pour préserver le manque d'égrégore au niveau de la colère mentale. Cet été, c'est le même phénomène. Si cela vous intéresse, vous devez au moins laisser votre nom à Mario, histoire de savoir si effectivement il y aura lieu. La date, Mario l'a déjà, vous pouvez vous informer à lui. Merci. Vendredi, si ça vous intéresse, avez-vous un ange gardien?